Brigitte Neveu. Madame le Président, mes chers collègues, cette année encore, 405 000 € sont versés par la région au Fonds régional d'art contemporain, plus communément appelé FRAC. Nous pouvons-nous encore parler de rigueur budgétaire? Ces 405 000 € dépensés sont-ils réellement 405 000 € utiles selon votre adage? On reproche souvent au Front national de ne pas aimer l'art contemporain. Excusez-moi. Ceci est totalement faux. C'est l'art conceptuel que nous n'aimons pas. Je redonne la définition de cet art pour ceux qui ne l'auraient pas à l'esprit. L'art est défini non par les propriétés esthétiques des objets ou des œuvres, mais seulement par le concept ou l'idée de l'art. En bref, l'idée prime sur la réalisation. Cet art conceptuel est aujourd'hui promu de manière exclusive par l'appareil d'État et par les FRAC, qui ignorent les infinies facettes et la richesse de nos créations contemporaines. Nous bataillerons inlassablement contre cette mafia des cultureux qui sont à l'art véritable ce que les chaînes de restauration rapide américanomorphes sont à la gastronomie. Ce que nous reprochons aux FRAC, c'est d'acheter majoritairement ce qu'un critique appelait, je cite, « du rien, du n'importe quoi, du vide de sens », avec beaucoup de photos, beaucoup d'art conceptuel, comme nous le disions tout à l'heure, et beaucoup trop cher. Le FRAC s'inscrit dans un phénomène de mondialisation et de spéculation de l'art, en allant chercher aux quatre coins du monde des artistes dont l'intérêt est discutable, mais très bankable, c'est-à-dire digne de spéculation. On peut citer Alejandro Martín Maldonado, qui est un artiste colombien et actuellement en résidence au FRAC des Pays de la Loire. Nous regrettons que soient négligés et méprisés nos artistes régionaux ou nationaux. Cette promotion des artistes étrangers se fait au détriment de nos artistes. Cette culture à la mode reflète la pathologie d'une civilisation en déclin. Art conceptuel qui ne prospère que grâce au matraquage idéologique médiatique, à l'application proprement subversive au domaine de l'esthétique et de l'art, du principe « tout égale tout ». Un véritable terrorisme intellectuel relayé et pratiqué par un microcosme parisien érigé en intelligentsia et qui prétend régenter, selon ses fantasmes, l'ensemble des goûts de la communauté populaire. Ce qui distingue fondamentalement cet art de toutes les formes artistiques antérieures, c'est qu'il n'existe pas sans un copieux discours justificatif sur ses dogmes, ses rites et ses divinités principales. Un Caravage, un Titien, un David, un Courbet n'avaient pas à être expliqués pour s'imposer à tous, non seulement comme de l'art, mais comme des chefs-d'œuvre. En revanche, ces discours grotesquement érudits sur l'intention de l'artiste, sa vie, son parcours ou sa place supposée dans l'histoire de la modernité, oreilles sensibles s'abstenir. Par exemple, un urinoir de Duchamp, une conserve de caca de Piero Manzoni, un aspirateur de Jeff Koons ou une armoire à pharmacie de Damien Hirst ne sont rien d'autre qu'un urinoir, une boîte à merde, un aspirateur et une boîte à pharmacie. Eh bien, dans la mesure du possible, le Front national fera en sorte que ces faquins grotesques, prétentieux et vides, qui tapent les Français au portefeuille, cèdent la place à des artistes authentiques, talentueux et modernes. Nous regrettons que la majorité dite de droite ne se saisisse pas plus de l'offre culturelle et artistique et perpétue les choix culturels de la gauche. À part la subvention accordée à Marrainez-vous, que nous avons votée bien sûr, et quelques rares exceptions, les crédits accordés aux associations sont à 99% les mêmes que la majorité socialiste précédente. Vous ne semblez donc pas avoir pris la mesure de l'importance de la culture dans la défense de notre civilisation, dans l'impact qu'elle a sur les cœurs et les esprits et sur la manière magnifique et ludique qu'elle offre pour structurer les goûts de nos jeunes en leur donnant l'amour du beau et du bien par des œuvres qui se passent de commentaires tant elles nous laissent bouche bée. Votre patte dans la politique culturelle de la région se limitera-t-elle à fusionner le sport pour tous et le sport de haut niveau en un seul rapport? Je souhaiterais pour conclure vous citer un grand artiste reconnu de tous pour espérer que vous mènerez une réflexion sur la politique culturelle que vous pourriez avoir l'audace de mener si vous en aviez le courage et qui remette en cause en grande partie les sommes faramineuses accordées au fric-frac.
Pablo Picasso, le précurseur lui-même, fit cet aveu à Giovanni Papini, qui le cite dans Libro Nero, en 1952. Je cite : « Dans l'art, le peuple ne cherche plus consolation et exaltation, mais les raffinés, les riches, les oisifs, les distillateurs de quintessence cherchent le nouveau, l'étrange, l'extravagant, le scandaleux. Et moi-même, depuis le cubisme et au-delà, j'ai contenté ces maîtres et ces critiques, avec toutes les bizarreries changeantes qui me sont passées en tête. Et moins ils me comprenaient, plus ils m'admiraient. À force de m'amuser à tous ces jeux, à toutes ces fariboles, à tous ces casse-têtes, rébus et arabesques, je suis devenue célèbre, et très rapidement. » Je cite toujours. Et la célébrité, ajoutait Picasso, signifie pour un peintre vente, gain, fortune, richesse. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je suis riche. Mais quand je suis seule avec moi-même, je n'ai pas le courage de me considérer comme un artiste dans le sens grand et antique de ce mot. Ce furent de grands peintres que Giotto, Le Titien, Rembrandt et Goya. Je suis seulement un amuseur public qui a compris son temps et a épuisé le mieux qu'il a pu l'imbécilité, la vanité et la cupidité de ses contemporains. C'est une amère confession que la mienne, plus douloureuse qu'elle ne peut sembler, mais elle a le mérite d'être sincère. Je finis. Bon, on ne peut accepter l'inacceptable, comme disait ce matin Bruno Retailleau. Je vous remercie. Monsieur Le Scornatin. Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente. J'ai du mal à me remettre de l'intervention de notre collègue du Front National. Excusez-moi, je dois reprendre ma respiration. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer en fait, Madame Neveu. En fait, on a vu défiler là en quelques minutes tous les poncifs qu'on croyait oublier de l'extrême droite française sur la culture et la création artistique. J'en suis profondément atterré. À vous écoutant, j'avais l'impression d'être revenu au temps de l'ordre moral, de la censure et de la culture officielle. Personne, alors, sauf peut-être, personne, sauf peut-être mes collègues du Front National, ne conteste l'idée que la culture est avant tout l'ouverture aux autres, qu'elle aide à la compréhension du monde, à l'émancipation, qu'elle est aussi évidemment un levier puissant de cohésion sociale. Elle contribue aussi évidemment, et on le sait tous, à l'attractivité d'un territoire, à la vitalité des aires urbaines et rurales. Elle doit être aussi une ambition et pas un simple faire-valoir. Elle n'est pas non plus un objet dont les élus s'occuperaient quand ils ont fini de s'occuper du reste. Elle a un coût, certes, évidemment, mais cet investissement produit en retour de l'intelligence humaine, du vivre ensemble, de la richesse et des emplois. Il y a dans ce rapport, Madame la Vice-Présidente, en tout cas dans son volet culturel, des propositions pertinentes et très intéressantes, innovantes même pour quelques-unes d'entre elles. Je pense par exemple à ce qui est fait dans le domaine du livre, avec le dispositif Artex ou encore autour des pratiques innovantes en matière de médiation, même si les aspects budgétaires nous laissent un peu dubitatifs. Donc loin de nous l'idée de considérer votre copie comme que vous nous présentez totalement à côté de la plaque, bien au contraire. Je n'aborderai pas donc vos propositions budgétaires de façon un peu manichéenne et binaire, loin de là. Il y a des dispositifs que nous soutenons et d'autres, évidemment, vous l'imaginez, que nous ne jugeons pas opportuns. S'agissant des engagements financiers de ce budget primitif, en tout cas sur le champ culturel, les mouvements entre les lignes budgétaires compliquent l'exercice comparatif d'une année sur l'autre. Cependant, les crédits semblent globalement maintenus à des niveaux équivalents aux années précédentes. Mais comme vous le savez, ce qui compte le plus, ce ne sont pas les crédits votés en début d'année, mais les crédits affectés et dépensés en fin d'année. En la matière, le compte administratif 2016 a démontré une baisse dès la première année de votre mandat et le niveau d'affectation fin 2017, sur certaines lignes d'action en tout cas, nous inquiète vivement. Nous prenons donc acte de ces budgets stabilisés, mais nous serons évidemment vigilants tout au long de l'année sur leur consommation. Vous avez par ailleurs, depuis le début de cette mandature, décidé de ne pas ventiler les affectations budgétaires auprès des grands partenaires, des grands opérateurs régionaux. Je pense par exemple à l'anneau, au chaînon manquant. Nous avons donc des masses budgétaires, mais par leur répartition, structure par structure. Vous nous avez indiqué qu'elles seront affectées au fil des commissions permanentes. Si l'argument est recevable, il ne facilite pas, évidemment, la transparence et ne permet pas d'appréhender avec précision les plus et les moins,
qui résulteront de vos choix politiques. Or, ces opérateurs sont majeurs sur la scène culturelle régionale. Ils ont besoin aussi de connaître avec précision l'engagement de la région les concernant. Je ne doute pas que vous avez avec eux un dialogue de gestion qui vous permet, parce qu'ils ont besoin de la visibilité pour construire leur propre budget. Mes collègues et moi, nous vous interrogeons beaucoup en commission sur ce parti pris de présentation budgétaire. Votre argument renvoyant ce débat aux commissions permanentes nous laisse assez dubitatifs. Ces petites cachotteries, permettez-moi l'expression, masquent-elles des baisses à venir et non assumées à ce stade de la présentation budgétaire et qui seront donc officialisées dans le huis clos confortable des commissions permanentes? Nous pouvons légitimement nous poser la question. Vous abordez aussi ce nouveau budget face au défi qui est le vôtre, Madame la Vice-présidente, de la reconquête de la confiance de nombreux acteurs culturels. Et je ne suis pas certain que ce que vous nous laissez avoir dans le contenu aujourd'hui suffise à cet objectif. Votre majorité traîne quelques boulets dont vous aurez du mal à vous défaire. C'est le fameux sparadrap du capitaine Haddock. Le premier boulet, c'est celui d'avoir voulu imposer une sorte de chantage à la subvention. Et vous le savez bien, la liberté de création n'est pas négociable. L'onde de choc qu'elle a constituée, de ne plus accompagner par exemple le Hellfest ou Ciné Prague, marquera durablement votre mandat. Le second boulet est l'abandon de tout processus de co-construction et de mouvement participatif dans la mise en place de nouvelles politiques culturelles. Vous semblez préférer le confort des bureaux du Conseil régional, le dialogue bilatéral avec les acteurs, pour agir, plutôt que d'aller vous confronter à la réflexion, à l'intelligence collective, à la dynamique des réseaux pour définir et construire de nouvelles réponses aux enjeux culturels dans une société, évidemment, en perpétuel mouvement. En ce qui concerne ce budget 2018, votre choix est de réinternaliser l'animation de la CRCC, n'est pas en soi critiquable, mais elle nous inquiète dans ce cadre. Le troisième volet, le dernier boulet, est celui de la promesse non tenue. Vous savez, la promesse originelle, celle d'un budget sanctuarisé. Ce slogan que vous avez revendiqué pendant des mois de campagne, que vous arborez encore aujourd'hui comme un étendard. Même si, Madame la Vice-présidente, vous déployez beaucoup d'énergie, souvent avec talent d'ailleurs, pour tenter de nous faire passer des baisses réelles pour des hausses de budget, il y a loin de la coupe aux lèvres. Car pour beaucoup, c'est plutôt le coup de rabot permanent. D'un point de vue macro, certes, je l'ai dit, le budget n'a pas subi de coupe massive. Mais il est clair que la promesse n'est pas tenue. Ce n'est pas là une appréciation, mais bien les chiffres de votre compte administratif 2016, vérifiables par tous. Et nous le craignons que le compte administratif 2017 nous réserve la même mauvaise surprise, compte tenu de l'état des affectations sur certaines lignes. Mais c'est surtout le niveau des acteurs culturels, au niveau des acteurs culturels que cette promesse n'est pas tenue. Vous habillez Pierre en déshabillant Paul. C'est le principe des vases communicants, tout en soutenant massivement de nouveaux entrants. Je pense aux arts florissants, toute la musique que j'aime, ou futur musée de la donation Clickmag à Fontevraud, qui sont de belles initiatives en soi. Vous dépouillez de petites structures, plus modestes associations et de nombreux festivals sur les territoires, puisque vous avez au mieux gelé le budget. Vos choix politiques pourraient donc être analysés comme finalement une préférence pour une culture très académique, une culture qui vient du haut, finalement très descendante, certains diront peut-être même aristocratique. Vous faites le choix du prestigieux et du beau, au détriment du souffle créatif des territoires. De notre point de vue, il faut les deux. Vos choix politiques et budgétaires démontrent une orientation claire de votre part. Nous vous donnons la possibilité d'ailleurs de rectifier le tir, de rééquilibrer votre stratégie culturelle en adoptant notre amendement permettant d'abonder d'1 million d'euros supplémentaires la ligne consacrée aux actions territoriales, en particulier dans les quartiers sensibles ou milieu rural, ou par ailleurs, dans la cohérence de nos propositions du budget alternatif, nous vous proposons par ailleurs un deuxième amendement qui serait donc de rabattre un peu moins de 1 million d'euros sur les AP, sur le rapport patrimoine. Vous avez compris que pour notre part, le compte n'y est pas. Il y a dans ce rapport des éléments positifs, mais globalement, il manque d'ambition, de fraîcheur et de souffle. Je prends un dernier exemple. Vous avez beaucoup parlé de cinéma tout à l'heure, mais du cinéma en termes de production. Je voulais simplement mettre en exergue la situation fragile dans laquelle sont plongées beaucoup de salles de cinéma, notamment associatives. Elles sont menacées face aux multiplexes
qui se développe maintenant aussi dans les villes moyennes, mais aussi dans les petites villes, face aussi à l'accès à l'image par toutes sortes de canaux, aux exigences aussi parfois difficilement compréhensibles de certains distributeurs. Vous avez malheureusement fermé la porte au CNC qui, contrairement à d'autres régions, d'aider au recrutement de médiateurs culturels dans ces salles. C'est ainsi que plus de 60 médiateurs vont être recrutés en France avec un cofinancement CNC Région. Aucun en Pays de la Loire. C'est aussi par l'animation, la médiation, que l'on redonnera un souffle à la fréquentation de ces petites salles. Elles doivent devenir plus seulement des salles de projection, mais des lieux d'animation culturelle. Nous vous demandons donc de reconsidérer cette position, car, nous le savons bien, les premières salles qui jetteront l'éponge en entraîneraient beaucoup d'autres. Je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à Thierry Violon. Merci Madame la Présidente. Madame Neveu, je voudrais aussi en quelques mots réagir à votre intervention. Juste pour vous dire, on se connaît bien, on a participé à la même commission et je sais qu'on n'aura pas le même point de vue. Mais vous dire que l'art, c'est de la liberté. Et qu'en matière artistique, ce n'est pas aux politiques de dire ce qui est beau, ce qui est bon. Et ne pas mesurer cela, ce n'est pas mesurer, Madame Neveu, ce qu'est la République, ce qu'est la démocratie, et ne pas mesurer que l'art, c'est de la liberté, c'est oublier le combat, les combats qui ont été menés pour notre liberté. Alors, Madame la Présidente, je voulais en revenir à ceux qui bénéficient de notre liberté. Vous parlez des plus jeunes, de cette liberté. Les plus jeunes dans notre région, qui sont nombreux, 20% des Ligériens ont moins de 20 ans, 11 000 lycéens supplémentaires, nous le savons. Cette jeunesse, c'est à l'évidence une chance pour l'avenir de notre région. Mais il nous faut nous donner les moyens d'accompagner la jeunesse dans son parcours de vie. Alors bien sûr, il faut agir sur les compétences fondamentales de la région. Je pense au lycée, nous aurons l'occasion d'en reparler demain et de vous dire que le compte n'y est pas, pour reprendre l'expression de mon collègue Le Scornet. Mais je voudrais surtout vous alerter sur l'absence plus générale de lisibilité politique de la politique jeunesse de la région. Vous le savez sans doute, Madame la Présidente, la loi Égalité et Citoyenneté, promulguée au début de cette année, a confié la mission de chef de file de la politique jeunesse aux régions. Et non seulement la région des Pays de la Loire n'assume pas ce rôle, mais elle n'affirme pas non plus d'ambition pour la jeunesse, ni dans son organisation, ni dans les décisions qu'elle prend. Dans son organisation, tout d'abord, au début de ce mandat, nous vous avions fait remarquer que le mot jeunesse avait disparu de l'intitulé des commissions. Et malheureusement, ça n'a pas seulement disparu des intitulés, j'ai pu le vérifier moi-même. Lorsque j'étais à la commission culture et sport, présidée par Madame Garnier, et que je posais des questions sur la jeunesse, on m'indiquait que tel ou tel sujet était traité dans la commission présidée par Monsieur Chéreau. Puis maintenant que je suis dans la commission éducation, je ne vois toujours pas qu'on y parle, ça fasse qu'on me démente, de jeunesse, en tout cas dans une vision globale, cohérente, et qui prenne en compte la diversité de la jeunesse. Et cette organisation, ce manque, en fait, il ne fait refléter que le fond. Vous avez supprimé le PAC 15-30, qui rassemblait de façon lisible l'ensemble des mesures en faveur de la jeunesse. Vous modifiez, vous ajustez sans cesse les autres passes, en créant des passes nouveaux, dont certains ont une efficacité discutable. Je pense par exemple au pass permis, qui ne rencontre pas le succès que vous escomptiez, particulièrement sur son volet bénévolat en milieu rural. Alors j'ai noté qu'il y avait la création d'un nouveau pass festival qui permettra sans doute à de nombreux jeunes d'aller au Hellfest. Vous avez plus sérieusement suspendu dans des conditions non maîtrisées le pass culture sport, au point même que les jeunes que je rencontre pensent qu'il a été supprimé. Alors je suis obligé de leur expliquer que non, la majorité régionale n'a pas supprimé le pass culture et sport. Oui, il va être dématérialisé, c'est tout à fait cohérent avec la suppression de l'Ordipass, dispositif essentiel pour lutter contre la fracture numérique. Et puis, vous supprimez l'Office international de la jeunesse au prétexte de le remplacer par un appel à projet en direction des associations. Mais que constate-t-on, c'est la baisse de 50 000 € des crédits pour cet appel à projet sur le budget à venir. Et puis, vous affaiblissez les fédérations d'éducation populaire en supprimant les conventions d'objectifs. Alors, il est vrai que j'ai souvenir qu'un membre de votre majorité, une membre pour être précis, avait ici en séance, il y a quelque temps, mis en doute leur utilité. Alors tout cela, Madame la Présidente, on le voit, ça traduit un mélange de parti pris,
et de décisions au fil de l'eau. Ce n'est pas à la hauteur, je crois, des enjeux pour notre jeunesse. Car oui, Madame la Présidente, la jeunesse a besoin de formation, d'éducation, mais aussi d'un accompagnement global qui prenne en compte sa spécificité, ses besoins. Et les besoins peuvent être différents suivant que l'on habite dans des grandes villes ou dans le secteur rural, en matière par exemple d'accès au transport ou de grands équipements de notre région. Oui, les jeunesses ont besoin de solidarité, mais aussi que chacune et chacun soit accompagné de manière individualisée vers l'autonomie. C'est pourquoi nous vous proposons des amendements lors de cette session. Nous proposerons lors de l'examen du tome 6, 3 millions d'autorisations de programme pour relancer en particulier les initiatives autour du logement des jeunes en milieu rural. Nous proposerons aussi demain, lors de l'examen du tome 4, de rétablir les crédits pour Ordipass. Et puis, pour ce tome 7, celui qui nous occupe aujourd'hui, nous vous proposons d'abonder la ligne 388 de 2 millions d'euros pour mettre en place de nouvelles mesures qui pourraient être conçues en concertation avec les jeunes concernant la santé, les transports ou la mobilité internationale. Et puis, bien sûr, la lutte contre les discriminations qui disparaît ici et qui disparaît aussi du pacte éducatif régional. Madame la Présidente, un jeune homme ou une jeune femme n'est pas d'abord un étudiant, un apprenti ou un bénévole. C'est avant tout un citoyen en devenir. Et une ambition pour la jeunesse ne peut pas être la simple addition de politiques publiques. Alors si la région veut assumer ses responsabilités, toutes ses responsabilités, vous devez définir un pilotage clair de la politique jeunesse et des orientations pour élaborer un vrai pacte régional pour l'autonomie des jeunes. Je vous remercie. Merci. Je laisse la parole à la présidente Laurence Garnier pour répondre à vos questions. Merci Madame la Présidente. Alors je vais essayer de faire des réponses rapides mais précises aux différentes interventions qui ont été faites. Peut-être pour reprendre rapidement d'abord sur les questions de Madame Ménage sur le travail que nous conduisons auprès des associations. Danielle Coudreuse vient de vous préciser un certain nombre d'éléments. Je voudrais simplement rappeler au sein de cet hémicycle, vous me le permettrez, à quel point la région a maintenu en 2016 et en 2017 son engagement auprès des associations, puisque en 2015, c'est 100 millions d'euros qui étaient affectés au soutien aux associations par la collectivité régionale. C'était 108 millions d'euros en 2016 et nous serons vraisemblablement proches de ce montant pour l'année 2017. Donc je me permets de faire ce rappel chiffré qui montre à quel point la région reste engagée auprès des structures associatives. Alors, bien sûr, vous avez souligné un certain nombre de points de désaccord entre nous sur cette question du travail que nous souhaitons conduire en lien avec la vie associative sur le territoire. Je voudrais quand même d'abord vous redire sur les mesures d'urgence que vous avez proposées. Concernant les emplois aidés, vous nous demandez d'en financer 150 par an pendant la durée du mandat, 150 par 3 années et demie, 4 années qui restent, ça ferait 600 emplois aidés que créerait la majorité régionale. Vous-même, lors de la précédente majorité, sous le mandat de Jacques Oxiette, vous n'en aviez créé que 267. Donc vous nous demandez de tripler des objectifs que vous-même vous aviez fixés sous la précédente majorité. Évidemment, cela ne nous paraît absolument pas réaliste dans le cadre des contraintes budgétaires qui sont celles des collectivités aujourd'hui. Peut-être souligner aussi que la région poursuit son travail avec de très nombreux acteurs de la jeunesse, même si ça ne se fait plus sous la forme de subventions au fonctionnement, parce que nous assumons effectivement le fait d'avoir basculé sur un fonctionnement en appel à projet qui nous permet d'avoir fait rentrer dans le spectre de l'intervention régionale de très nombreux nouveaux acteurs et de nombreux nouveaux projets portés par un certain nombre d'acteurs sur le territoire. Donc évidemment, nous poursuivons pour autant le travail que nous avons conduit. Je peux citer le travail avec la jeunesse ouvrière chrétienne qui a répondu à un appel à projet, la Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire, les pupilles de l'enseignement public, la Focale. Donc vous voyez que tout ça se poursuit, mais au travers effectivement d'un soutien au projet. Je ne vais pas revenir sur les propos
de Madame Neveu, simplement lui apporter 3 éléments. D'abord, concernant vos interrogations sur le FRAC, Madame Neveu, il faut avoir à l'esprit que le FRAC des Pays de la Loire est un des plus figuratifs et un des moins conceptuels qui existent sur le territoire. Je crois que c'est bon de le rappeler et je vous invite à vous rendre à Carquefou pour visiter ces collections qui ont permis de repérer de très nombreux artistes depuis l'ouverture du FRAC. Donc, par rapport aux propos que vous avez tenus, peut-être pourrait-il s'appliquer autrement sur d'autres établissements, mais en tout cas, le FRAC des Pays de la Loire fait un travail qui précisément est très figuratif et pas conceptuel. Les artistes colombiens sont en résidence, évidemment, accueillis par le FRAC dans le cadre de l'année France-Colombie de l'Institut français, une année qui est vécue au niveau national, et les liens entre la France et ce beau pays qui en plus est cher à mon cœur, de la Colombie, sont extrêmement nombreux et ils gagnent à être mieux connus et soulignés. Donc je vous invite à découvrir le travail de ces artistes, un travail magnifique dans le cadre de cette année qui s'achève France-Colombie. Et puis enfin un dernier élément pour vous dire, parce que j'ai souri en écoutant vos propos, que l'intégralité ou presque des artistes que vous avez cités ont fait scandale en leur temps, Madame Neveu, donc vous me permettrez de rester dubitatif sur l'analyse que vous avez faite de nos artistes contemporains. Un mot pour répondre à Emmanuel Bouchot, concernant les actions de la région en matière de médiation et d'action en direction des publics. Vous avez souligné, et je vous en remercie Madame Bouchot, un certain nombre d'actions qui semblent faire consensus et je m'en réjouis. Sur l'action en direction des publics, la charte culture et solidarité est un dispositif qui existe depuis maintenant plusieurs années, que nous avons pérennisé et recentré autour des acteurs structurants, des opérateurs culturels structurants du territoire, dans la mesure où d'autres villes aujourd'hui ont mis en place leur propre dispositif. À Nantes, c'est carte blanche, il y a une charte culture et solidarité sur la ville d'Angers, donc pour permettre que ces dispositifs s'articulent bien, en tout cas le mieux possible entre eux. Pour autant, l'action en direction des publics ne se limite évidemment pas à cette charte culture et solidarité. De nombreuses autres actions sont construites et soutenues par la région. Je voudrais souligner notamment les lycéens et apprentis au cinéma, le prix littéraire des lycéens et apprentis, le dispositif Histoire d'ici sur le patrimoine, le travail que nous faisons en lien avec la DRAC pour porter un certain nombre d'actions culturelles et notamment musicales dans des quartiers prioritaires de la ville. Ce sera le cas à Châteaubriand, ce sera le cas également à Saumur et à Fontenay-le-Comte. Donc tout un travail qui est en train de se construire sur la question de la médiation des publics les plus éloignés de la culture et sur la question également de l'éducation artistique et culturelle, puisque nous avons tout un travail qui est en cours d'élaboration avec la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, qui bien sûr qui constitue les services déconcentrés de l'État. Donc il y a tout un travail qui est en train de se construire sur ce sujet qui est une des priorités, mais vous le savez sans doute, de la ministre de la Culture. Je voulais souligner également les propos de Jean-Pierre Le Scornet, qui souligne également un certain nombre de propositions pertinentes. Là encore, je m'en réjouis. Vous avez souligné le maintien des efforts de la région en matière de politique culturelle, un maintien des efforts y compris financiers, y compris budgétaires. Je vous en remercie. Je vous entends vous inquiéter du lien de confiance avec les acteurs culturels du territoire. Écoutez, je crois que nous n'avons pas à reconstruire ce lien dans la mesure où il n'a jamais été rompu et dans la mesure où nous fonctionnons très bien avec les acteurs culturels du territoire. Vous avez parlé de la CRCC. La CRCC, il faut quand même rappeler que sa vocation première, sa vocation initiale était de structurer les filières culturelles sur le territoire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de terminer ce travail avec la structuration de la filière patrimoine qui devrait se construire en 2018. Et donc, évidemment, nos liens avec les acteurs culturels du territoire, ils passent beaucoup, pas
exclusivement, mais largement par le travail au sein des pôles. J'étais la semaine dernière aux 10 ans du pôle des musiques actuelles. Nous rencontrons très régulièrement Mobilis pour le livre, la plateforme avec Régine Catin pour le cinéma, le pôle des arts visuels, et tout ce travail se poursuit en lien avec les acteurs du territoire qui font un travail formidable dans le cadre de ces pôles et qui facilite grandement l'élaboration de documents de travail. Myriam Garot a parlé tout à l'heure de la convention avec le Centre national des variétés. Le fait d'avoir un pôle structuré des musiques actuelles sur le territoire permet d'avancer rapidement sur l'ensemble de ces sujets, au dire même des acteurs du Centre national des variétés. Vous avez évoqué la politique de la région en matière de création artistique, soi-disant que nous avons essoufflé ce souffle créatif du territoire. Écoutez, on a rajouté 100 000 € sur la ligne de résidence, qui était à 70 000 € tout dispositif confondu, et qui sera cette année à 170 000 €. Les résidences, c'est le cœur de la création artistique, et vous voyez à quel point on y attache de l'importance, puisqu'on fait plus que doubler les budgets sur cette ligne-là. Myriam Garot a redit tout à l'heure également que nous allions abonder de 40 000 € la somme allouée au comité spectacle vivant, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes, d'une demande dynamique, et qu'on est évidemment attaché à accompagner cette demande sur le territoire. Et puis enfin, vous avez rappelé votre attachement, et qui est également le mien, aux questions relatives au cinéma et à la fragilité d'un certain nombre de structures liées au cinéma. Je voudrais vous rappeler que nous avons lancé l'exonération de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui concerne de nombreuses structures, de nombreux cinémas d'art et d'essai sur le territoire. C'était une des dernières régions, les Pays de la Loire, à ne pas avoir lancé cette exonération sur la CVAE. Eh bien, maintenant, c'est chose faite, et je crois que ce sera aussi une bouffée d'oxygène pour les acteurs du territoire. Voilà, je vais terminer, pardonnez-moi, sur l'intervention de Monsieur Violent. Alors, je ne peux pas vous laisser dire qu'on a supprimé le pass 15-30, et je vous invite vraiment, je suis prête même à en parler avec vous en tête-à-tête, Monsieur Violent, pendant 1 heure ou 2 heures, ou la journée s'il le faut, mais par pitié, arrêtez d'énoncer des contre-vérités comme celle-là. Le pass 15-30 n'est absolument pas supprimé, il n'est pas démantelé. Certains dispositifs effectivement ont été arrêtés, d'autres ont vu le jour l'année dernière, et vous le savez parfaitement, mais encore une fois, je serais ravie de prendre le temps de vous le réexpliquer en détail. Et puis, une précision pour terminer sur la culture, avant de répondre rapidement à Denis Lamache. Madame Étonneau, vous avez évoqué les arts florissants et le budget de 3 millions d'euros en faisant référence au rapport du Césaire. Simplement vous préciser que ces 3 millions d'euros ne concernent pas les arts florissants, mais l'ensemble du rapport. Sur les arts florissants, c'est 180 000 €. Donc je pense que c'est important de le dire. C'est une erreur de lecture tout simplement, qui est peut-être liée à un mauvais alinéa dans le rapport, mais les arts florissants, c'est 180 000 €, c'est pas 3 millions. Et puis pour terminer, Monsieur Lamache, merci d'avoir souligné le travail en commun qui a été réalisé de manière extrêmement constructive sur la question du sport de haut niveau. Nous avons une problématique sur le sport en région, c'est que nous avons la région la plus sportive de France en termes de nombre de licenciés. Donc le sport pour tous se porte bien, mais nous n'avons pas, en corrélation de cette première place sur le podium, des résultats sur le haut niveau à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer dans le cadre de cette région la plus sportive de France. Donc ce à quoi nous allons nous employer dans les années à venir, c'est justement de combler ce gap entre le sport pour tous et le sport de haut niveau. Et donc voilà, et pour terminer sur la métaphore de Johnny qui a lancé joliment Carré de ménage, vous pouvez assurer que nous serons à 100% mobilisés sur ce magnifique sujet dans le cadre des Jeux Olympiques à venir.